Le XVIIIe siècle, siècle de la liberté et de la raison. On dit souvent que les philosophes du XVIIIe siècle, appelés les Lumières, ont influencé en réalité une conception très moderne qui est celle des droits de l'homme. C'est ce que nous allons vérifier à travers ce petit montage. La symbolique de la lutte entre les Lumières et l'obscurité de l'ignorance va se retrouver dans tous leurs écrits. Et globalement, la première critique que ces philosophes vont faire, c'est celle de la monarchie absolue de droit divin. Et ils soutiennent en réalité le régime britannique, les idées du philosophe John Locke, mort en 1704. Ils critiquent également les Lumières, les privilèges, la noblesse et du clergé. Grosso modo, ils critiquent finalement cette société issue du monde médiéval, du monde féodal, qui pour eux semble retardée. Ils veulent une modernité politique. Ils sont marqués aussi par une époque de très très grand progrès scientifique. Le XVIIIe siècle commence avec Newton, se termine avec Lavoisier, et dans toute une série de domaines techniques et scientifiques, les progrès sont très très importants. Les Lumières sont contre la monarchie absolue de droit divin. En effet, pour eux, le principe doit être celui de la souveraineté nationale. Les pouvoirs émanent de la nation, du peuple, des citoyens, de la base, et non plus de la divinité. Ils réclament en fait une simple inversion de la flèche verticale entre pouvoir et l'origine du pouvoir. L'autre principe qu'ils prônent, ce n'est pas non plus un pouvoir émanant de toute la nation ou de tous les citoyens, mais bien des représentants de la nation, ceux qu'on va appeler les députés. C'est le principe de monarchie parlementaire. Le Parlement a le pouvoir législatif et est constitué de représentants de la nation. Le troisième principe, c'est qu'il faut également veiller à bien répartir le pouvoir entre la monarchie et le Parlement. L'idéal serait une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire une monarchie qui est soumise à une loi fondamentale qui est applicable à tous. De grands écrivains comme Montesquieu et Diderot participent de cette idée de lutte contre la monarchie absolue de droit divin. Montesquieu avec l'Esprit des lois en 1748, et Diderot, bien sûr, de nombreux articles dans sa fameuse encyclopédie entre 1751 et 1772. Les Lumières sont contre la religion d'État, qui justifiait justement le pouvoir de droit divin. Ils sont pour le principe de tolérance, dit aussi de liberté religieuse. Le plus célèbre, évidemment, écrivain qui a écrit à ce sujet est Voltaire et son magnifique traité sur la tolérance de 1763, où il s'emporte contre l'injustice faite à une famille protestante française, la famille Calas. En effet, la religion d'État justifiait les pires crimes de la monarchie absolue, et la religion, pour les Lumières, doit être mise à l'écart de la politique. Ce qui choque également Voltaire dans cette affaire Calas, c'est que les moyens pour obtenir les aveux, à l'époque, étaient la torture. Et la torture est évidemment à condamner en justice, car elle n'aboutit pas à des résultats équitables. De même, l'arbitraire en justice qui permettait au roi d'enfermer quelqu'un sur une simple lettre de cachet était tout à fait contraire au principe que les Lumières vont défendre en s'inspirant du modèle anglais, qui est celui du principe de la liberté individuelle face à l'État et du principe d'une justice où on reste présumé innocent jusqu'à ce que l'on prouve le contraire. Les Lumières se battent également contre les privilèges. Le clergé et la noblesse ne devaient pas payer d'impôts, possédaient leurs propres tribunaux. Ils prônent au contraire un principe d'égalité civile, devant l'impôt, devant les tribunaux. On retrouve notamment cette idée toujours dans l'encyclopédie de Diderot, et les idées qui vont encore plus loin dans les textes de Rousseau, notamment son fameux discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité entre les hommes, 1755, où Rousseau considère que finalement c'est la propriété privée qui au départ a créé toutes les guerres et toutes les divisions et toutes les inégalités dans la société.
Les Lumières sont également contre la censure et pour le principe de la liberté de la presse. On pourrait même aller jusqu'à dire également liberté d'expression, car effectivement la plupart de ces auteurs, comme Rousseau, Voltaire, etc., et bien sûr Diderot avec l'encyclopédie, ont connu la censure et l'interdiction de leurs écrits, ont été souvent obligés de publier en dehors de France pour pouvoir continuer leurs activités. Ils prônent donc une liberté également dans le domaine de l'écrit et de l'expression. Les Lumières s'opposent aussi au colbertisme, du nom de ce fameux ministre de l'économie de Louis XIV. Le colbertisme est une économie remplie de règlements, de barrières douanières, une économie relativement fermée. Il propose les Lumières, au contraire, ce qui va devenir finalement ce qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme économique. Inspiré des idées de l'anglais Adam Smith, Gournay dira « Laissez faire, laissez passer, laissez le commerce se dérouler librement, laissez la compétition et la concurrence s'installer ». Les idées des Lumières ont été très importantes et nous permettent de comprendre notre société actuelle, notamment finalement ce qu'on appelle le libéralisme. Mais il y a quelques contradictions chez les Lumières dont il faut se méfier. Tout d'abord, leur modèle libéral qu'ils défendent, ce modèle libéral anglais, qui ne compte en réalité que 16 000 votants sur une population de plusieurs millions d'habitants, c'est un modèle qui vient d'une élite oligarchique qui dirige l'Angleterre. Montesquieu fait partie des élites. Voltaire y aspire. Et en réalité, c'est une élite bourgeoise qui tente de prendre le pouvoir face à l'élite aristocratique, ou en tout cas en collaborant avec une certaine élite aristocratique. D'autre part, les Lumières défendent en même temps le modèle anglais, libéral, et en même temps des tyrans, ceux que les historiens ont surnommés les despotes éclairés, qui effectivement, sous un vernis de modernité et de publicité pour les Lumières, dirigent leur pays de façon très autoritaire. Frédéric II invite Voltaire, Catherine II soutient Diderot, mais en réalité, ce sont des tyrans qui se font une publicité en accueillant les écrivains très célèbres. Voltaire, lui, défend la tolérance, mais en même temps investit dans le trafic d'esclaves, ce qu'il appelle les nègres, et il défend ce trafic en parlant d'une sorte d'infériorité raciale de la part des Africains. C'est tout à fait évidemment contradictoire avec l'idée de tolérance et de respect de toutes les cultures. Rousseau, lui, le grand modèle des pédagogues jusqu'à nos jours, donne les recettes de l'éducation idéale, mais abandonne ses enfants à l'orphelinat et considère dans tous ses ouvrages que les femmes sont faibles et inférieures à l'homme. C'est contradictoire avec son idée, bien sûr, d'égalité civile. Chez Rousseau, en plus, il y a tout un délire dans l'idéalisation de la nature, de la vie primitive, ou l'éloge de Sparte, qui ne sont pas basés sur la réalité ou des faits historiques ou scientifiques, mais totalement sur son imagination. Rousseau a commencé un de ses ouvrages en disant « Commençons par écarter les faits », c'est-à-dire qu'on est dans l'imagination totale. Il existe des écrivains au XVIIIe siècle qui ont des idées beaucoup plus radicales. Quelqu'un qui est radical, c'est quelqu'un qui veut vraiment changer la société. On associe souvent Voltaire et Rousseau à la Révolution française en disant que c'était des philosophes révolutionnaires. Mais en réalité, ils font toujours partie des élites et ne veulent pas changer grand-chose. Si on prend par exemple Jean Meslier, l'abbé Meslier, car c'était un curé, il était tout à fait révolutionnaire pour son époque puisque non seulement il était anticlérical, comme Voltaire par exemple, mais également athée, ce qui pour l'époque est inouï. Dans son texte Le Testament qu'il publie secrètement en 1729, il prône le partage des richesses, c'est-à-dire forcément il va beaucoup plus loin que Rousseau, qui parle juste d'égalité civile, et il prône également le matérialisme hédoniste, c'est-à-dire qu'il dit que le monde est fait de matière et que le but de l'existence est de profiter d'un maximum de ses plaisirs, l'hédonisme. Lamétrie, qui était médecin et philosophe, publie un texte scandaleux en 1748, L'homme-machine, qui décrit l'homme effectivement comme une machine. Et en fouillant, effectivement, en trifouillant ses cadavres, il constate qu'il n'a jamais pu voir ce qu'était cette soi-disant âme dont tout le monde parle, et que le corps est un mécanisme. Il prône également le matérialisme hédoniste, comme l'abbé Meslier, et choque même à l'époque Voltaire et Diderot qui se disputent avec lui. D'Holbach, dans le texte Le Bon Sens en 1782, défend l'athéisme,
le matérialisme, le déterminisme et même une certaine forme de fatalisme, en disant que face à l'immensité de l'univers, nous ne sommes que de pauvres petites créatures. Condorcet, dans l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, 1793, défend la croyance en la perfectibilité de l'homme, et, pour lutter contre l'ignorance, ce qu'il prône, c'est le progrès de l'éducation et le développement de tous, hommes et femmes. Condorcet dit que l'égalité civile ne peut pas exister si une éducation est meilleure pour une classe sociale élevée, forcément l'égalité n'existe pas. Ensuite, on a Beccaria, qui est un révolutionnaire également, puisque dans des délits et des peines, 1764, tout comme Voltaire, il s'oppose à la torture, il réclame des réformes judiciaires, mais en même temps, il s'oppose à la peine de mort, avec cette logique, évidemment, rationnelle et implacable. Pourquoi condamner quelqu'un pour un crime, pour avoir tué quelqu'un, et appliquer comme punition de tuer, c'est-à-dire exactement ce qui était interdit de faire? Les idées des Lumières se sont répandues en Europe également par l'influence des loges maçonniques. Les loges maçonniques font preuve d'un très très grand secret, il fallait toute une série de rites initiatiques. D'ailleurs, une de ces loges maçonniques est devenue extrêmement célèbre dans l'histoire, ce sont les Illuminati, qui se trouvaient en Bavière. Les loges maçonniques prônaient l'idée de progrès de l'humanité, et au niveau de la religion, une sorte de déisme. Au lieu de parler de Dieu, on parlait d'êtres suprêmes, de grands architectes. Les francs-maçons ont été condamnés par l'Église catholique, ils étaient menacés notamment d'excommunication. Un des francs-maçons les plus célèbres du XVIIIe siècle était Mozart, sans doute le plus grand musicien, le plus grand compositeur de l'histoire de la musique. Son opéra La Flûte enchantée en 1791 est d'ailleurs rempli de références maçonniques, et en même temps un parfait résumé de l'esprit européen au siècle des Lumières. Cette curiosité notamment par rapport à tout ce qui est mystérieux, aux autres civilisations, par rapport à l'histoire, etc. Parler de tous ces grands personnages, de tous ces grands philosophes, c'est certes très important, mais on se rend compte que dans la modernisation des sociétés, le poids des structures familiales est assez important. En réalité, depuis le Moyen Âge, dans le bassin parisien, une tradition de partage égalitaire de l'héritage s'était installée dans les familles, des plus simples familles paysannes surtout. Les familles avaient des valeurs d'autonomie, de liberté, d'égalité bien avant ces fameux philosophes et la Révolution. Si les enfants sont égaux, évidemment, les humains sont égaux, les peuples aussi. En Angleterre, ces valeurs de liberté individuelle et par contre de non-égalité dominent aussi dans les traditions depuis des siècles. Avant John Locke donc ou Diderot, les idées modernes se vivaient au quotidien dans la population. Les valeurs germaniques d'autorité et de privilège, imposées au Moyen Âge, avaient donc du mal à subsister dans certaines régions d'Europe.